d'abord un grand merci pour avoir répondu à l'appel des avocats de la défense du député maire Khalifa Ababakar Sall, incarcéré dans des conditions de non-droit, dans des conditions impossibles aujourd'hui à Dakar. Les avocats de Khalifa Ababakar Sall sont représentés aujourd'hui par mon confrère Alain Jakubowicz, qui nous reçoit en son cabinet, par mon confrère Cyril Clédor, qui est arrivé de Dakar, par mon autre confrère Demba Ciré Batidi, qui était présent à Genève et qui nous arrive également de Dakar, et par moi-même, je suis Mamadou Ismaïla Konaté, je suis avocat à Paris et à Bamako. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui, vous la connaissez peut-être, elle est celle que un député régulièrement élu au Sénégal et un maire aussi régulièrement élu au Sénégal est incarcéré en toute violation de tous les droits imaginables. Ses droits en tant qu'individu, ses droits en tant que doublement élu, ses droits en tant que personne et ses droits en tant que personnalité politique du Sénégal, mais également de l'Afrique. Cette incarcération et toute la procédure qui s'en est suivie sont intervenues dans des conditions qui sont que l'État du Sénégal a décidé en une matinée de déclencher une inspection qui a été confiée à un service d'État du Sénégal directement rattaché à la personne du président de la République et à la présidence de la République. Ce service est l'inspection générale d'État. Cette inspection générale d'État a été commanditée par le président de la République en personne pour aujourd'hui mettre en œuvre une inspection à l'encontre d'une collectivité territoriale, d'une collectivité publique qu'est la ville de Dakar, la mairie de Dakar, dont était maire M. Khalifa Ababakar Sall. Pour vous rappeler juste le contexte, le Sénégal est un pays totalement décentralisé depuis belle lurette. La loi de décentralisation, instituée dans des conditions régulières, a permis non seulement l'émergence de collectivités, mais de collectivités territoriales, comme ceux qui sont ici peuvent s'en rendre compte, dotées de personnalités juridiques propres, avec une autonomie qui leur permet aujourd'hui de s'administrer dans des conditions en dehors de l'État. De ce point de vue, la loi elle-même a prévu qu'aucune tutelle, notamment administrative, n'était ni imaginable, ni envisageable en ce qui concerne une collectivité comme celle de la mairie de Dakar. Du point de vue de la gestion également, cette collectivité était totalement autonome dans des limites qui sont fixées par la loi. Le principe de la décentralisation est une réalité au Sénégal qui ne peut pas autoriser un pouvoir, quel qu'il soit, de violer aujourd'hui le droit, la liberté d'autonomie de la collectivité et de la ville de Dakar. L'inspection générale d'État a été utilisée dans des conditions en violation du droit. Pour aller aujourd'hui jeter un coup d'œil dans la gestion de la ville de Dakar et faire en sorte que l'on puisse imaginer des faits infractionnels qui peuvent être à l'origine de poursuites tout aussi inacceptables. Du point de vue de la légalité, les avocats de la défense et Khalifa Ababakar Sall eux-mêmes ont trouvé anormal cette manière de procéder, ont trouvé anormal
que l'on puisse violer les règles fondamentales de la décentralisation. Bien évidemment, vous savez ce qu'il en est advenu. La démarche du politique, notamment du pouvoir exécutif, incarné au plus haut sommet par le président de la République, ne visait rien d'autre qu'à mettre en cause le maire, qu'à mettre en cause la majorité municipale, qu'à trouver le moyen par un détournement de pouvoir de poursuivre le maire. Bien évidemment, la question de la caisse d'avance a été posée. Caisse d'avance, c'est une caisse qui a été instituée depuis bien avant les indépendances au Sénégal et dans la ville de Dakar. Tous les Sénégalais, toutes les Sénégalaises, y compris le président de la République lui-même, n'ont jamais ignoré l'existence d'une caisse d'avance qui était la caisse qui était chargée de prendre en charge toutes les situations d'indigence, de prendre en charge toutes les situations de déficience, de prendre en charge toutes les situations de manque, comme cela peut exister dans tous les pays. Cette caisse d'avance a été mise en cause du point de vue du principe même de son institution. Cette caisse d'avance a été mise en cause du point de vue des règles de gestion qui lui étaient propres. Cette caisse d'avance a été également mise en cause dans des conditions telles que l'on ne peut même pas imaginer que quelqu'un puisse aujourd'hui remettre en cause tout ce qui a été engagement de la mairie et du maire en ce qui concerne la caisse d'avance. Le motif, ce n'était rien d'autre que d'empêcher à une personne d'agir. Et cet empêchement devait l'amener non seulement à garder prison, y compris l'empêcher de mener une campagne électorale qui, malgré tout, lui a donné l'occasion d'être élu comme député dans des conditions très acceptables. Violer ses droits politiques, ne pas lui donner la possibilité de mener campagne comme toute personne humaine devrait pouvoir la mener au Sénégal, a été à l'origine, bien évidemment, de toutes les violations, y compris, pour la première fois dans l'histoire politique africaine, on peut le dire, un député à l'Assemblée nationale a été embastillé, gardé en prison, en violation des règles de l'immunité parlementaire, qui sont au moins des règles universelles, y compris en Chine. Le Sénégal l'a violé. Le Sénégal l'a d'autant plus violé que cette violation lui a été rappelée par des cours de justice et pas des moindres, par des institutions, notamment les plus importantes, dans lesquelles le Sénégal lui-même intervient. Ce n'est pas la seule violation de droit. Mes excellents confrères auront l'occasion d'emboîter le pas tout de suite pour vous parler plus spécifiquement de tout ce qui est intervenu comme violation des règles, comme violation du droit, comme violation des libertés, comme violation de la substance de ce qui fait la démocratie elle-même. Mesdames et messieurs, l'Union internationale des parlementaires est intervenue. La Cour de la justice de la CEDEAO est intervenue. L'ensemble des communautés de démocratie et de liberté sont intervenues sans que le Sénégal lui-même puisse prendre conscience que ces violations sont aux antipodes de l'état de droit, de la démocratie. Bien évidemment, vous n'êtes pas sans ignorer que le maire de Dakar aujourd'hui, homme politique de premier plan au Sénégal, a nourri le vœu d'aller dans une élection présidentielle qui va s'ouvrir dans les mois à venir, en espérant simplement que les procédures judiciaires qui sont mises en œuvre aujourd'hui, en espérant simplement que la défense dont il bénéficie aujourd'hui d'un engagement à ses côtés pour établir le droit, peuvent arriver aujourd'hui à bout de la justice du Sénégal, qui n'est pas l'une des justices les plus libres ou les plus libérées. Ce que je dénonce au Sénégal, je peux le dénoncer au Mali, monsieur le maire. Je peux le dénoncer au Bénin, monsieur le maire. Je peux le dénoncer au Togo. Je peux le dénoncer au Tchad. Je peux le dénoncer au Cameroun. Le défi, et je termine là-dessus pour donner la parole à Ciré Clédor, ensuite à Ciré Bathily,
Et enfin, à Alain, le défi majeur, mesdames et messieurs, c'est la question de la justice. S'il n'y a pas de justice dans nos pays, s'il n'y a pas de justice dans notre continent, on ne peut pas parler de droit, encore moins de liberté, encore moins de préservation des droits et des libertés. Or, les hommes que nous sommes, sans droit et sans liberté, on ressemble plutôt à des bêtes. Monsieur le confrère, vous avez la parole pour 5-10 minutes. Vous aurez la parole pour poursuivre. Et Alain, pour terminer, et on va tout ouvert à la presse qui sera présente dans cette salle. Mesdames et messieurs, chers invités, avec tous mes confrères ici présents, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée. Ce point de presse est une occasion pour l'honorable député maire de Dakar, M. Khalifa Babakar Sall, et ses avocats que nous sommes, d'alerter l'opinion publique internationale et le monde démocratique, soucieux de la paix et de la stabilité des nations, sur les méthodes peu orthodoxes utilisées au Sénégal pour détruire des carrières politiques et éliminer de toute compétition des adversaires politiques du pouvoir. Monsieur le député maire, je vous renseigne, se porte à merveille. Il garde son sourire cordial et cette chaleur humaine qu'il sait communiquer aux autres, à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de le côtoyer. Cet homme est victime des dérives graves de la justice sénégalaise. Mu en bras armés d'un pouvoir totalitaire, il n'avait pas été arrêté et détenu parce qu'il avait enfreint la loi, que nul ne l'ignore. Il avait été arrêté et embastillé parce qu'il gênait l'action gouvernementale, par ses prises de position qui allaient à l'encontre de la discipline de la coalition des partis qui soutenaient le programme politique de l'actuel résident du palais de la République. C'est cela la réalité. Il a été à la tête d'un courant de pensée nouvelle, dissidente de la pensée anachronique de sa formation politique, qui avait renoncé à la conquête du pouvoir et était arrimé et inféodé au parti du président en exercice. Il incarnait l'ambition et faisait charrier des espoirs, de sorte qu'une machination politico-judiciaire devenue inévitable était mûrie et méticuleusement exécutée pour étouffer et briser son élan et son ambition dynamique. Le monde éberlué a suivi avec consternation la comédie judiciaire qui continue de choquer avec sa cohorte de violations graves des droits élémentaires dont doit bénéficier toute personne victime d'une accusation pénale. La police judiciaire, le doyen des juges d'instruction, la chambre d'accusation et la formation de la juridiction de jugement, ainsi que la cour d'appel ont été cloués au pilori par la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, lequel, dans un arrêt inédit, rendu le 29 juin 2018, s'est prononcé ainsi qu'il suit, je cite. 1. Dit que le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable des requérants dont Khalifa Ababakar Sall ont été violés. 2. Dit également que la détention de M. Khalifa Babakar Sall entre la date de la proclamation des résultats de l'élection législative par le Conseil constitutionnel
c'est-à-dire le 14 août 2017, et celle de la levée de son immunité parlementaire, à savoir le 25 novembre 2017, est arbitraire, martèle la Cour. Dit également que la responsabilité de l'État du Sénégal par le truchement de ses autorités policières et judiciaires est engagée. Cette décision a une portée pédagogique et s'adresse à tous les États en dérive institutionnelle. Dans un État de droit, lorsque la violation de la présomption d'innocence est constatée, la personne poursuivie, si elle est détenue, est immédiatement libérée et l'ensemble de la procédure annulée. Dans un État de droit, s'il est établi que les droits à l'assistance d'un conseil d'une personne ont été violés, si la personne est en détention, elle est immédiatement mise en liberté et l'ensemble de la procédure annulée. Dans un État de droit, s'il est constaté que la procédure engagée a violé le droit de la personne à un procès équitable, si la personne est détenue, elle est immédiatement libérée et les poursuites arrêtées. Enfin, dans un État de droit, lorsqu'il est avéré qu'une personne est en prison en dehors des conditions prescrites par la loi et que sa détention était désormais devenue arbitraire, il est immédiatement mis fin à la détention et la personne libérée. Monsieur le député maire Khalifa Babacar Sall est en liberté d'office depuis le 14 août 2018. Son maintien en détention ne relève donc que de l'arbitraire de l'État du Sénégal. L'objectif des autorités politiques et judiciaires, coalisées dans un simulacre de procès, est de réussir une parodie de justice et parvenir à obtenir une condamnation définitive avant la publication de la liste des candidats aux élections présidentielles de février 2018 par le Conseil constitutionnel. La question qui taraude les esprits est celle de savoir ce qu'il faut espérer des recours qui restent aux députés maires. En réponse, ce qui importe pour les députés maires, c'est que toutes les voies de recours que la loi lui permet et d'exercer toutes les voies de recours que la loi lui permet et d'avoir pleinement le sentiment de n'avoir négligé ou omis aucune de ces voies de recours. Ce qui importe aux maires, pour les avocats du maire, c'est de faire leur travail avec le sentiment d'accomplir pleinement leur devoir avec compétence, loyauté, endurance et courage. Car au Sénégal, il faut désormais beaucoup de courage pour même exercer la profession. L'État du Sénégal a manifestement un calendrier pour l'élimination du député maire de la compétition électorale imminente, et c'est pourquoi il faut s'attendre à ce que la Cour suprême refuse de saisir le Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont déposées et décide d'une audience aux environs du 20 novembre à venir. Mesdames et messieurs, rappelons que très récemment, l'Union interparlementaire aussi s'est penchée sur le cas du député maire Khalifa Babacar Sall et a conclu à l'unanimité à la violation de ses droits. Et pour terminer, je termine en paraphrasant le président des États-Unis d'Amérique, le regretté John Fitzgerald Kennedy, qui disait ceci: à vouloir étouffer les alternances au changement pacifique,
on rend inévitables les alternances et les changements violents. Ce dernier avait dit exactement, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. Que Dieu en préserve le Sénégal. Je vous remercie. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, à la suite de mes confrères, après vous avoir remercié d'avoir bien voulu participer et honorer de votre présence au point de presse des avocats de M. Khalifa Ababacar Sall, je voudrais juste apporter quelques observations. Ce qui se passe au Sénégal est hors du commun pour des raisons bien simples. Je pourrais le résumer en disant ceci. Le premier tour de l'élection présidentielle dans la plupart de nos États est un tour judiciaire. C'est un tour conçu pour éliminer les candidats potentiels qui représentent un danger pour les régimes en place. M. Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, a entrepris une œuvre grandiose de développement et d'amélioration de la condition de vie de ses citoyens par des projets ambitieux dans un système inclusif, transparent, qui lui a valu le satisfecit et les félicitations de l'Agence de régulation des marchés publics, qu'il a cité pendant des années comme étant le meilleur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir en place a commencé par entraver toutes ces initiatives et tous ces projets, en le bloquant soit au niveau budgétaire ou simplement en entravant les actions des projets comme le pavage de Dakar, l'emprunt obligataire, etc. Des projets qui ont été magnifiés et pris en exemple par toute la communauté des collectivités locales. Cela ne suffisait pas. Bien que l'ayant isolé de la coalition majoritaire, il est parti tout seul aux élections locales avec sa propre coalition et a battu la coalition au pouvoir. 2 fois aux élections, il les a battus. Donc, c'était un danger. Le seul fait de l'entraver sur le plan de ses actions en tant que maire ne suffisait pas. Il fallait l'éliminer sur le plan judiciaire. Et mon confrère vous a rappelé quelque chose d'important qui, pour vous, quand même, doit sembler relever, si vous voulez, de la fiction. Le principe de l'autonomie des collectivités locales n'a aucune signification dans un pays comme le Sénégal. C'est le pouvoir central qui décide de contrôler les collectivités locales. Ici, c'est la Chambre régionale des comptes. C'est une collectivité locale autonome, peuple d'élus qui s'administre librement. Ce principe n'existe pas. Donc, on met en œuvre des organes de contrôle du pouvoir central qui aboutissent à des conclusions qui ne mettent rien en cause le maire de la ville de Dakar, et on déclenche une procédure judiciaire. L'instrumentalisation de la justice, je ne vais pas trop m'allonger dessus. À côté de Khalifa Ababacar Sall, il y a d'autres candidats également potentiels à la présidence de la République qui ont fait l'objet de cette instrumentalisation. Un ancien Premier ministre a fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui lui a interdit de sortir du territoire national pendant des années pour une procédure au terme duquel il a été relaxé sur des accusations fantaisistes. D'autres personnes ont été radiées de leurs fonctions tout simplement parce qu'ils ont une figure d'opposant. Et c'est la raison pour laquelle je dis ce premier tour est judiciaire. Parce que lorsque nous revenons sous l'angle du droit et de la justice et que nous analysons le procès de M. Khalifa Ababacar Sall, la Cour de justice de la CEDEAO a clairement dit que le droit à un procès équitable a été violé, que le droit à l'assistance à un avocat a été violé,
que la cour, la chambre d'accusation, le juge d'instruction, la police, tout ce qui a abouti à cette décision est émaillé d'irrégularités devant entraîner la nullité de la procédure. Mais lorsque nous arrivons en cour d'appel, on refuse d'en tenir compte. Tout cela n'existe pas. C'est comme je dis, vous faites un bâtiment, on vous dit que les fondations sont minées, rien ne peut tenir, on dit qu'à cela ne tienne, on met un étage de plus dessus. Et donc c'est au terme d'un procès inéquitable qu'on a eu la condamnation que nous avons. Vous pouvez épiloguer sur l'indépendance de la justice, mais il faut reconnaître qu'il y a une instrumentalisation de la justice au détriment de M. Khalifa Ababacar Sall dans le seul but de l'éliminer de la compétition électorale. Et pour cela, même si le Sénégal doit violer ses engagements internationaux, si le Sénégal doit refuser de se soumettre aux décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, qu'à cela ne tienne, rien ne semble vouloir les retenir. Et c'est tout le sens de notre présence ici. Parce qu'on fait une parodie de justice, on essaie de présenter les choses comme se passant normalement, alors qu'en toile de fond, c'est, si vous voulez, une succession de violations de droits qui permettent d'aboutir à la situation actuelle. Et c'est parce que nous partageons la même communauté, c'est parce que nous aspirons aux mêmes valeurs qu'il est extrêmement important que l'opinion internationale soit édifiée sur ce qui se passe réellement au niveau du Sénégal. Toutes les procédures menées contre M. Khalifa Ababacar Sall n'ont qu'un seul objectif, l'éliminer de la compétition électorale. Et ce qui vous montre sa force et son potentiel politique, c'est que bien qu'étant emprisonné, il a été élu député. Le pouvoir n'en a eu qu'une. On leur a dit qu'il faisait l'objet d'une détention arbitraire. Le pouvoir n'en a eu qu'une. Et de manière anecdotique, si on essaie de rappeler, au départ, quand on l'a élu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il n'a pas d'immunité parlementaire. Après, en cours de chemin, dans une simulacre de levée de son immunité parlementaire, en violation même des garanties minimales prévues par les règles au niveau de l'Assemblée nationale, on a dit qu'il fallait lever son immunité parlementaire. La Cour de justice en a tiré les conséquences, le Sénégal refuse d'en tirer les conséquences. Alors, je vais terminer en vous disant pourquoi c'est important qu'on vous édifie sur ce qui se passe. Lorsqu'on vous demande le régime politique sénégalais, lorsqu'on demande par exemple le régime politique en France, vous allez dire que c'est un système de séparation des pouvoirs. Alors, le Sénégal, c'est un système de séparation formelle et de confusion réelle. Et donc, à partir de ce moment, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui décide, qui est en liberté, qui ne l'est pas. Quel droit on doit respecter, quel droit on ne respecte pas. Et on ne veut pas que ce simulacre-là continue, qu'on essaie d'entretenir une vitrine et une façade qui nous présente comme un état de droit, comme un état démocratique, alors que les droits les plus élémentaires sont constamment violés. Je m'en tiens à ça. Je vous remercie. Oui, deux mots, si vous m'autorisez, pour clôturer ces interventions du collectif des avocats de la défense de Khalifa Ababacar Sall. Je veux dire d'abord à titre préliminaire que j'ai été extrêmement honoré, et je suis extrêmement honoré de participer à cette défense, au contraire, aux côtés de mes excellents confrères sénégalais. J'ai découvert à Dakar un barreau extraordinaire, des confrères combatifs sur les libertés fondamentales et sur les libertés tout court qui sont en danger en Afrique et pas seulement. Ce qui a lieu d'observer, je crois que toute cette rencontre et toute cette affaire se résume à un terme qui est absolument terrible, c'est procès politique. C'est un procès politique. Et c'est surtout au travers de ce procès politique ce qu'il y a de pire
dans un état de droit, et pour nous, avocats, c'est l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Tout dans ce dossier, depuis l'origine, comme mon ami Mamadou l'a rappelé au début de son intervention, le démontre. D'abord par cette inspection générale d'État. Il n'y a rien de choquant dans un état de droit à ce qu'il y ait une inspection générale d'État. Il n'y a rien de choquant à ce que, effectivement, le pouvoir politique souhaite avoir des éclaircissements sur l'utilisation de fonds publics. Cela n'est pas choquant en soi, à ceci près que lorsque l'on déclenche cette inspection générale d'État, on sait ce que l'on va trouver. On sait ce que l'on cherche et on sait ce que l'on va trouver. C'est là qu'est l'instrumentalisation, parce qu'on feint de s'étonner de l'utilisation des fonds de cette caisse d'avance. Mais elle est connue depuis toujours. On sait dans le dossier que depuis les années 1960 au moins, tous les maires de Dakar ont utilisé cette caisse d'avance de la même façon. Et cela n'a jamais posé de problème à quiconque. Et il n'y a pas seulement le maire de Dakar, mais d'autres hautes institutions de la République du Sénégal, comme par exemple l'Assemblée nationale ou la présidence de la République, qui effectivement utilisent de la même façon, totalement discrétionnaire, ces fonds qui sont des fonds publics. Alors j'entends bien que cela peut poser problème. J'entends bien effectivement que nous sommes aujourd'hui à l'heure en Afrique comme ailleurs de la transparence et que l'on ne peut plus nécessairement se satisfaire de l'utilisation de fonds publics dans de telles conditions. Très bien, mettons cela sur la table, mais pas en termes d'instrumentalisation pour écarter et évincer un opposant politique. Parce que en lançant cette inspection générale d'État, le pouvoir savait très bien ce qu'il allait trouver. Et en fait, on a essayé de l'imputer à Khalifa Ababakar Sall à des fins politiques, alors qu'on aurait pu l'imputer à l'ensemble de ses prédécesseurs, dont certains ont d'ailleurs rappelé, de façon très claire, mais il n'y a jamais eu l'ombre d'un soupçon de commencement de problème avec cela. Et à partir de là, c'est un déclenchement une véritable horreur qui va tomber sur un homme et sur une institution, la mairie de Dakar, dont je salue Madame le maire nouvellement élue. J'y reviendrai d'ailleurs sur cette question de la révocation, qui est pour moi la démonstration même de l'utilisation politique de cette affaire. Parce que l'inspection générale d'État, il faut quand même le rappeler, pardon de rentrer peut-être dans des détails du dossier, mais qui sont essentiels. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas il faut envoyer le maire de Dakar en prison. Elle dit simplement il faudrait que nous regardions de plus près les conditions de création et de fonctionnement de cette caisse d'avance. Et donc l'inspection générale d'État qui dit simplement il faut qu'on fasse la lumière là-dessus. Quelle est la lumière qui a été faite? Khalifa Ababakar Sall et ses collaborateurs ont été convoqués dans des conditions scandaleuses, ont été placés en garde à vue, une garde à vue qui ne dit pas son nom, au cours de laquelle la présence de l'avocat, qui est pourtant obligatoire, leur a été interdite, ce que la Cour de justice de la CEDEAO va évidemment condamner. Et, pardon, mais je le rappelle, et pour ceux d'entre vous qui connaissent le fonctionnement de l'institution judiciaire, dans un dossier d'une telle complexité, dans un dossier d'une telle sensibilité politique, on va avoir une instruction qui va durer 1 mois. 1 mois. Entre la date de la mise en examen de Khalifa Ababakar Sall, c'est-à-dire le 7 mars 2017, et la clôture de l'instruction par le juge d'instruction le 3 avril 2017, il s'écoule moins d'1 mois. Je dirais que lorsque l'on donne ces dates, on a tout dit. Pour nous, avocats, la France n'est pas nécessairement un grand modèle dans ce type de procès, mais au moins, quand on fait semblant de faire une instruction, on fait au moins semblant, avec des investigations, avec des expertises, avec ce qu'avait demandé l'inspection générale d'État, c'est-à-dire une étude sur les conditions de création et de fonctionnement. Rien n'a été fait. On a piétiné le droit. Et on a piétiné les droits fondamentaux de Khalifa Ababakar Sall, qui a été envoyé en geôle, en prison, uniquement pour l'évincer. Et la suite est à l'avenant. C'est-à-dire qu'on a un juge d'instruction alors qu'on demande une expertise qui est évidente, que la chambre de l'instruction, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar est saisie, on piétine cela et on renvoie Khalifa Ababakar Sall devant le tribunal correctionnel alors que les recours n'ont pas été jugés. Mais où a-t-on vu ça? Où a-t-on vu ça? C'est une négation des droits qu'effectivement, bien sûr, la Cour de justice de la CEDEAO, qui est le pendant, pour ceux qui ne le savent pas, de notre cour de justice
des droits de l'homme en Europe, avec d'ailleurs, il faut le souligner, d'ailleurs des avancées beaucoup plus importantes de ce qu'on connaît en Europe, notamment sur les modes de saisine de cette Cour de justice, donc qui est peu connue en Europe, mais je vous invite à vous y intéresser parce que c'est un véritable exemple. Et là, on a le Sénégal qui en est membre et qui piétine les décisions de la CEDEAO. Tout cela est proprement scandaleux. Alors, je veux dire, moi, au moment où j'arrive dans ce dossier, c'est-à-dire devant la Cour d'appel, après un jugement où les droits ont été piétinés, il se passe un élément nouveau énorme parce que, en cours de première instance, il n'y avait pas la décision de la CEDEAO. Et la décision de la CEDEAO est tombée à la veille de l'ouverture du procès de Dakar devant la Cour d'appel, au cours duquel j'ai eu l'honneur d'intervenir. Et là, j'ai assisté, pantois, quoi, véritablement à un simulacre de justice. Avec un président de la Cour, pardon de le dire, cela ne se fait pas, mais je le fais quand même, qui s'était d'ailleurs, soit dit en passant, auto-désigné pour prendre le dossier, parce que ce n'est pas lui, normalement, qui aurait dû présider cette audience. Et là encore, on le voit bien dans le fonctionnement de l'institution judiciaire quand on veut instrumentaliser. On a mis en place un homme pour juger et surtout pour condamner, qui ignorait, qui voulait feindre d'ignorer. On savait que cette décision avait été rendue, on ne l'avait pas encore reçue physiquement, tout le monde savait qu'elle était là, mais tout le monde feignait de l'ignorer. Et on nous disait, vous l'avez la décision? Ben non, on ne l'a pas encore, donc on demande qu'il soit sursis dans l'attente de la récidive. Ben non, pas du tout. Et on avance. Et il se trouve que cette décision est arrivée en cours de procès, on l'a piétinée de la même façon. Je veux dire que le déroulement de ce procès, où en fait on nous donnait la parole parce qu'il fallait bien nous la donner, mais où tout ce que l'on faisait ne servait rigoureusement à rien, nous a conduit à une chose, et une chose qui est terrible pour un avocat, avec évidemment l'accord de notre client Khalifa Ababakar Sall, c'est à déserter la barre. Et je vais vous dire que pour des avocats que nous sommes, il n'y a rien de plus terrible, parce qu'on abandonne notre client au sort qui lui était réservé avant même que le procès soit ouvert. Et ça, pour un avocat, il n'y a rien de plus terrible que d'être obligé de dénoncer, de quitter la barre, simplement parce qu'on ne peut pas être les idiots utiles d'un procès politique et d'une instrumentalisation de la justice dans de telles conditions. Alors évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je vais quand même citer un exemple, pardon d'être un petit peu long, mais je vais citer un exemple pour qu'on comprenne bien. Lorsque nous avons plaidé sur cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, et qu'on a dit, mais c'est pas possible, le Sénégal ne peut pas renier sa signature dans de telles conditions. Il y a eu un sursaut. Moi, j'ai eu un espoir, parce que je suis un peu candide, et peut-être que je n'avais pas l'expérience de mes confrères sénégalais. J'ai entendu le procureur général de Dakar prendre la parole. Et je me suis dit, on est dans un véritable état de droit. Parce que le procureur général, il ne faut pas l'oublier, et il faut le souligner, est pratiquement allé dans notre sens. Vous vous en souvenez, à la barre, le procureur général, avec beaucoup de courage, est allé bien au-delà de ce qu'avaient fait les avocats de la partie civile représentant l'État sénégalais, en disant, il y a un problème là. Il y a un problème, effectivement, sur l'applicabilité et sur l'application. Et le Sénégal ne peut pas renier sa signature. Vous vous en souvenez, il l'a dit à l'audience. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moi, je ne le sais pas, mais je l'ai appris par des confrères. Dans la journée, il a été convoqué en haut lieu, ce brave procureur général. Je ne sais pas ce qui lui a été dit. Je peux l'imaginer. Changement de décor dans les jours qui ont suivi. Changement de décor dans les jours qui ont suivi. Ce sursaut d'honneur de ce magistrat n'a pas résisté aux vraisemblables pressions qui ont été exercées sur sa personne. Ce qui montre bien l'instrumentalisation de la justice et la décision qui, in fine, a été rendue. Je vais vous citer un dernier exemple. Cette décision, évidemment, on n'avait plus rien à espérer, dans la mesure où nous n'avons pas même plaidé. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de la décision? Le lendemain. L'arrêt de la Cour d'appel est rendu le 30 août 2018. Le lendemain, 31 août, révocation de Khalifa Ababakar Sall de sa qualité de maire de Dakar. Alors on pourrait dire, c'est normal puisqu'il a été condamné. Eh bien moi je vais vous dire, c'est la preuve de l'instrumentalisation et du caractère politique du procès. Parce que cette révocation, elle intervient soit trop tôt, soit trop tard. Parce que si on dit, on le révoque parce qu'il a été condamné, mais il a déjà été condamné en première instance, au mois de mars 2018, donc il aurait dû être révoqué à ce moment-là, pas après la Cour de l'appel. Donc c'est trop tard, mais en même temps c'est trop tôt, puisqu'on dit, on le révoque parce qu'il a été condamné, mais attendez au moins que la décision soit définitive. C'est-à-dire que l'ensemble des recours ait été épuisé, et notamment les pourvois en cassation. Et là, on tient, je dirais, la dernière preuve
évidente de l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. Donc voilà, je veux dire que c'est vrai que c'est terrible pour nous, avocats, d'avoir ce tel sentiment d'impuissance, parce que le pouvoir politique est tout puissant et piétine tout ce qui l'entrave. Et aujourd'hui, effectivement, les enjeux, nous on ne veut pas, et surtout pas moi, venir sur le terrain politique, mais on ne peut pas l'ignorer, parce que tout ça a une seule finalité, interdire à Khalifa Ababakar Sall de se présenter au suffrage du peuple sénégalais. Et cela, pour un démocrate, pour un républicain, pour un avocat, eh c'est tout simplement inacceptable, d'où notre indignation collective et d'où notre volonté, en vous rencontrant et en rencontrant ceux qui sont indispensables pour faire passer pour faire connaître ces problèmes, c'est-à-dire la presse. C'est la raison pour laquelle on a souhaité vous rencontrer aujourd'hui pour faire un point et bien sûr, si vous le souhaitez, répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, il n'est pas habituel pour les avocats de saluer la présence d'un certain nombre de personnes dans cette salle, mais je voulais exceptionnellement, au nom de la défense, saluer la présence de Madame le maire de Dakar, saluer la présence de Monsieur le maire de Cotonou, saluer la présence de Monsieur le sénateur, saluer la présence de Monsieur l'adjoint au maire de Paris, et saluer la présence du maire de Bamako. Et saluer à vous tous la présence, mesdames et messieurs de la presse, vous avez la parole. Je demande juste des mains, des noms d'organes pour qu'on puisse éventuellement poursuivre. Voilà. Au premier. Oui. Binta. Si on résume la situation, tout semble plié d'avance. Qu'est-ce qui vous reste en fait comme dernier recours? Alors, je ne sais pas si mes confrères ont entendu, je peux bien entendu. C'est qui reste comme beaucoup. Ok. Ultime recours. Parfait. D'autres questions dans la salle? Oui. Cheikh Sidou, Info 15 et RFM. On constate que vous voulez internationaliser votre combat. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez de l'opinion internationale? Une troisième peut-être dernière pour donner la parole au confrère. Bon, déjà les deux questions. Alors, qui se... Oui, voilà. Donc, vas-y. Cyril, vas-y. Ouais. Sur l'ultime recours. Oui, c'est bon. Voilà, tout à l'heure dans mon intervention, j'ai eu à parler en fait des raisons pour lesquelles ce point de presse avait été organisé. Et dans mon intervention, il y avait déjà les réponses. J'avais répondu par anticipation. Sur les recours, nous avons présentement, en dehors du recours politique sur la révocation du maire, une requête pour excès de pouvoir a été déposée cette semaine. Sur le plan du droit judiciaire, nous avons saisi la Cour suprême de plusieurs pourvois en cassation. Parce que c'était des cascades de violations des droits de Khalifa Ababakar Sall, des règles de procédure, et, comme le confrère l'a brillamment tout à l'heure rappelé, le juge était embarrassé du point de vue de la procédure. Il avait en face des avocats qui connaissaient les procédures et qui présentaient des moyens de défense, et il ne pouvait pas les joindre. D'où une série et une succession de décisions avant du droit qui avaient été rendues. Donc nous avons formé des pourvois en cassation sur chacune des décisions rendues par la Cour d'appel. Ensuite est intervenue la décision de fond. Là aussi, nous avons formé un pourvoi en cassation. La Cour suprême devra donc rendre sa décision. Si les délais normaux de procédure sont respectés, Khalifa Ababakar Sall sera candidat à l'élection présidentielle de février 2019. Et je vous ai parlé d'un calendrier.
le calendrier de l'État du Sénégal. C'est de faire en sorte qu'il puisse être condamné définitivement pour pouvoir lui opposer effectivement la loi et son inéligibilité. Il se trouve que non seulement les délais de procédure ne devraient pas permettre à la Cour suprême donc de statuer avant que ne soit affichée la liste des candidats, la liste des candidats aux élections présidentielles par le Conseil constitutionnel. Il y a un autre recours qui est aussi sous-jacent, c'est que le Conseil constitutionnel a été saisi d'exception d'inconstitutionnalité. Il s'agit en France des questions prioritaires de constitutionnalité. Si en fait la Cour suprême, au terme du droit sénégalais, envoie le dossier au Conseil constitutionnel, là aussi nous aurons largement le temps pour que Khalifa Ababacar Sall puisse non seulement être électeur, mais éligible comme candidat à la présidence de la République. Je vous ai donné une date. D'après nous aussi notre calendrier, et aussi sachant que la justice est instrumentalisée, la Cour suprême dispose d'une arme redoutable, c'est celle de pouvoir réduire les délais de procédure de sa propre initiative ou sur demande de la partie civile ou du ministère public. Il est clair qu'ils vont essayer de mettre en œuvre effectivement ce moyen que leur donne la loi. Mais le recours devant le Conseil constitutionnel, quand même, nous permettra d'atteindre effectivement la date qu'ils ne veulent pas franchir. On s'attend à ce que la Cour suprême, par des tours de passe-passe, refuse de transmettre le recours au Conseil constitutionnel. C'est déjà arrivé. Parce que la Cour d'appel était compétente pour transmettre le dossier, surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel statue. Elle s'est arrogé les pouvoirs du Conseil constitutionnel et s'est prononcée sur le recours. Mais la loi nous permet aussi de saisir la Cour suprême des mêmes questions. Et la Cour suprême devrait aussi transmettre. Évidemment, on risque d'assister au même scénario vu l'instrumentalisation effectivement de la justice. Il y a aussi la possibilité, lorsque des règles de procédure sont violées par la Cour suprême, la procédure de rabat d'arrêt effectivement peut être engagée. Donc vous voyez, nous avons encore des séries de procédures en droit interne, mais je vous ai dit aussi dans mon intervention que nous ne faisons pas d'illusions et que le maire de Dakar, ce qui lui importait et nous aussi, ce qui nous importait dans tout cela. Maintenant, la communauté internationale, je vous ai dit que le monde démocratique et l'opinion publique internationale a été invité sur ce point de presse parce que, vous savez, lorsque les peuples n'ont plus confiance en la justice, n'ont plus confiance aux institutions et qu'elles aspirent à la démocratie et à la liberté, c'est en fait la phrase de John Fitzgerald Kennedy, c'est la violence, c'est la menace, la paix et la stabilité dans le monde. Il est donc important que le monde démocratique n'attende pas qu'il y ait un embrasement ou des soulèvements ou des changements violents pour maintenant intervenir. C'est en fait intervenir après que le feu ait tout détruit. Il est donc temps. C'est une alerte, je l'ai dit au début de mon intervention. C'est une alerte, le Sénégal est menacé. Il est menacé parce qu'il y a une méthode sournoise qui peut même contaminer les autres États d'Afrique. C'est l'instrumentalisation de la justice. On se cache derrière la justice qui condamne et qui élimine tous les opposants des compétitions électorales. Et on dira toujours, ne vous initiez pas dans le fonctionnement régulier des institutions. Quand la justice est saisie, nul n'a le droit de parler. Et la justice, en réalité, n'aura été qu'un bras armé. Il est donc important que le monde démocratique
saisissent et soient informés de cette hypocrisie et de ce danger qui, s'il contamine l'Afrique, demain ce sera le Bénin, ce sera la Côte d'Ivoire, ce sera ailleurs, tous les opposants seront en prison. Le peuple n'aura donc d'autre choix que de se soulever. Je vous remercie. Alain? Oui, juste deux mots. On vient de vous rappeler les recours de droit interne qui ont été opérés. Évidemment, le recours ultime, c'est le recours à l'opinion publique nationale sénégalaise et l'opinion publique internationale. Parce que aucun chef d'État ne peut survivre longtemps je dirais, à l'opprobre qui peut être porté sur sa personne et sur l'État qu'il représente, dans l'hypothèse de violation aussi manifeste des droits fondamentaux. Je voudrais insister sur un point sur lequel nous n'avons peut-être pas suffisamment insisté. Parce que le pouvoir politique, évidemment, dans cette instrumentalisation, est très ambigu. On poursuit Khalifa Ababacar Sall au titre de cette fameuse caisse d'avance. Mais jamais on n'a osé prétendre, parce que cela serait légitime, qu'il y ait eu un quelconque enrichissement personnel de la part de Khalifa Ababacar Sall, qu'il y ait eu des malversations quelconques. Non, pas du tout. C'est même pas affirmé. On le laisse entendre. En tout cas, c'est encore moins prouvé, parce que c'est évidemment totalement inexact. Alors, autant il pourrait être légitime d'écarter des plus hautes fonctions de l'État un homme malhonnête, un homme qui aurait détourné des fonds publics, un homme qui... Mais ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Et je crois que pour nous, il est important, et pour tous les sympathisants et les militants qui sont aux côtés de Khalifa Ababacar Sall, au plan national comme international, de rappeler cette évidence. C'est qu'il n'y a aucune malhonnêteté qui ait eu pour finalité un enrichissement personnel ou des détournements de fonds publics, quoique le laisse entendre le pouvoir politique. Donc, bien sûr qu'à la question qui est posée, qui se rejoignent d'ailleurs, quels sont les recours et qu'attendez-vous? Eh bien, on attend un sursaut. On attend un sursaut des Sénégalaises et des Sénégalais, bien sûr, qui auront leur mot à dire ô combien, qui auront à dire qu'ils ne veulent pas qu'un candidat à la présidence de la République soit évincé pour des mauvaises et des fausses raisons. Et puis, il y a évidemment le regard de l'opinion publique internationale, et notamment des États africains, parce que je crois savoir, mais ça vous le savez mieux que moi, qu'au sein de la Cour de justice de la CEDEAO, on n'apprécie pas du tout, mais alors pas du tout, que les décisions qui soient rendues soient ainsi piétinées. Et je crois qu'effectivement, au sein même de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest, il y a un travail considérable qui est à faire parmi les États, et c'est pour ça que je suis heureux de saluer avec mes confrères la présence ici de personnalités de maires d'autres villes d'Afrique qui connaissent, hélas, bien ces sujets. Bon, d'abord, ce n'est pas un ultime recours. Si c'est sur le plan judiciaire ou juridictionnel, des recours, il y en a, aussi bien en défense qu'en demande. Parce que, je le rappelais une fois, certains excès ne peuvent pas rester infiniment impunis. Parce qu'ils se développent sur un lit délictuel d'atteinte à des droits protégés. Mais ce qui est important, parce qu'il faut que chacun se replace dans son rôle. Nous, en tant qu'avocats, nous portons les droits de M. Khalifa Sall devant les juridictions comme devant les instances quasi-juridictionnelles. Comme nous éclairons l'opinion. Mais ce que nous dénonçons là doit interpeller et concerner chacun de vous. Parce que laisser de telles pratiques se développer, c'est vous exposer vous-même. Qui sera le prochain sur la liste? Est-ce que c'est cette société que nous avons voulu bâtir? Est-ce que nous avons voulu confier des pouvoirs à certains d'entre nous et accepter qu'ils les utilisent de manière arbitraire contre nous? Ça pose fondamentalement la question de la démocratie, de l'état de droit et de l'attitude que nos dirigeants doivent avoir. Et vous dites que nous internationalisons. Non, nous n'internationalisons rien du tout. Regardez la présence dans la salle. Est-ce qu'il n'y a que des Sénégalais? Le maire de Bamako, le maire de Cotonou, l'adjoint au maire de Paris, le maire de Dakar et tant d'autres.
Pourquoi? Parce que nous avons décidé de bâtir une communauté de valeurs basée sur le choix et le respect d'un certain nombre de principes articulés autour de la démocratie, de l'état de droit, de la défense des libertés. Pour cela, nous avons mis en place des institutions, des organismes, au plan universel, dans le cadre des Nations Unies, au plan régional, dans le cadre africain, au plan sous-régional, dans le cadre de la CEDEAO, avec pour leitmotiv de préserver, protéger, sauvegarder les droits humains et en sanctionner les violations. Maintenant, quand un État décide de s'en affranchir, c'est important qu'on rappelle à la communauté internationale à laquelle nous appartenons tous que les règles que nous nous sommes données, que nous avons choisi de respecter, l'un d'entre nous a choisi de les violer. Et on appelle chacun à sa responsabilité. C'est juste de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tous les États qui sont signataires avec le Sénégal d'un certain nombre de conventions devraient l'interpeller. Tous ceux qui sont à la CEDEAO devraient l'interpeller. Mais à la côté de la communauté des États, il y a la communauté des citoyens du monde qui voulons bâtir un monde de paix, un monde de justice, un monde de droit. Et donc, cela explique que nous soyons là pour en parler. Pas seulement pour que ça soit une dénonciation, mais pour que l'indignation que nous en tirions chacun soit transformée en action pour dire non, qu'est-ce que moi je dois faire pour que ça s'arrête. C'est une interpellation qui vous concerne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rappelez simplement à la personne qui a posé la question sur le recours ultime, il n'y a jamais de recours ultime en droit et devant un juge. Chaque comportement du juge, chaque attitude du juge est une occasion de remise en cause du comportement et de l'attitude du point de vue de l'évaluation du droit. Bien évidemment, en termes de recours ultime, comme vous l'indiquez, madame, c'est que être devant la Cour suprême aujourd'hui ne nous donne pas la seule possibilité d'attendre une décision d'une Cour suprême qui elle-même peut être instrumentalisée, c'est éventuellement d'attendre, d'espérer que cette Cour suprême, pour les questions de fait qui lui sont déférées, dont l'appréciation en droit ne lui incombe pas, puisse prendre le chemin du Conseil constitutionnel du Sénégal pour éventuellement que cette question prioritaire de constitutionnalité puisse être préalablement purgée avant que l'on revienne au niveau de la Cour constitutionnelle. Il ne faut jamais désespérer d'une justice. Il ne faut jamais désespérer d'un juge. Le juge pose problème en Afrique au plan judiciaire. Le juge pose problème également au plan constitutionnel parce que ces deux institutions aujourd'hui, que ce soit le juge constitutionnel ou que ce soit le juge judiciaire, sont souvent à la merci des autorités politiques. Bien évidemment, sous le couvert de la démocratie, on va aller se trouver une légitimité qui est tout à fait contestable au plan politique du point de vue du scrutin pour exercer le pouvoir d'État et mettre la main sur l'ensemble des compartiments du pouvoir d'État. Qu'est-ce qui reste d'un État de droit lorsque le président de la République commande la justice, commande le législatif et le chef suprême de l'ensemble des pouvoirs qui peuvent être déterminés à ce niveau-là. Face à des attitudes comme celle-ci, aucun citoyen épris de paix et de justice ne peut rester à l'écart. La question des droits, la question des libertés ont une connotation universelle. Les droits que l'on réclame à Bamako sont les mêmes que l'on peut prétendre réclamer en Djamena. Une prison qui se ferme à Dakar est une prison dont l'intérieur est vu à partir de Bamako. Les alertes sont données. De ce point de vue-là, nulle autorité, quelle qu'elle soit, ne peut agir pendant longtemps et suffisamment longtemps en marge du droit. Chaque pouvoir, chaque puissance, chaque autorité est finissante. Finissante parce qu'il y a un terme, finissante parce que Dieu est là, finissante parce que les hommes ne laissent pas faire. Je vous rappelle simplement qu'à Ouagadougou, une personnalité politique était la veille le président de la République. Le lendemain, 16h, il n'était plus rien. Il avait besoin d'assistance, notamment d'assistance d'avocats. Notre présence ici
et pour défendre les intérêts de Khalifa Ababakar Sall est intimement lié au fait que nous avons une fonction sociale. Nous avons une fonction dans la société. Ceux qui empêchent à Khalifa Ababakar Sall aujourd'hui d'exercer la plénitude de ses droits peuvent demain avoir besoin de la présence d'avocats. Bien évidemment, le fait que l'on soit porteur de robe noire ne nous donne aucune autre possibilité que de prendre ou ne pas prendre un dossier. Et chaque fois qu'il s'agit de droits et de liberté, on prend le dossier, on le défend dans les mêmes conditions que celles qu'on est en train de défendre aujourd'hui, parce qu'en cette cause, nous croyons. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Oui. Estimez-vous qu'aujourd'hui, l'opinion internationale et les citoyens sénégalais ne sont pas assez debout justement pour dénoncer les dérives judiciaires que vous dénoncez? Vous, les avocats de Khalifa Sall, ses partisans, mais également ceux de Karim Wade. Je vais répondre. Et quand j'entends mon confrère, j'oublie de vous préciser qu'il a été garde des Sceaux au Mali, ministre de la Justice. Et pour les principes et les valeurs que nous défendons, il s'est retiré de ses fonctions. Pour dire qu'il y a des gens en lesquels nous pouvons croire. Vous savez, je disais la dernière fois, il y a une autre dimension très importante qui fait que nous soyons obligés de tenir des points de presse. Il n'y a pas seulement une instrumentalisation de la justice, il y a une instrumentalisation de la presse. Vous savez, on ne se contente pas seulement de violer les règles, mais on joue également à désinformer l'opinion pour leur renvoyer une fausse image de la réalité du choses. Et dans le cas de M. Khalifa Ababakar Sall, vous avez eu beaucoup d'organes qui, en violation de toutes les règles éthiques et professionnelles de l'exercice de la profession de journaliste, parce que les journalistes jouent un rôle extrêmement important dans une société démocratique. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de quatrième pouvoir. Et c'est pour ça que vous êtes interpellés. Eh bien, allez lire les comptes rendus de presse. Et vous avez une certaine presse qui a choisi également d'entrer dans la confusion des pouvoirs au Sénégal. Et c'est important également qu'on soit là pour éclairer l'opinion sur la réalité des choses. Qu'on fasse entendre notre voix, malgré tous les efforts qui sont mis en œuvre pour l'étouffer. Pour que la vérité, la vraie vérité, n'apparaisse pas au grand jour et que, si vous voulez, pour qu'une image déformée de la réalité soit déformée. On a essayé de présenter M. Khalifa Sall comme quelqu'un qui avait détourné de l'argent, comme quelqu'un qui s'était enrichi. Mais pourquoi croyez-vous que ses collègues avec lesquels il a travaillé pendant des années dans des institutions prestigieuses, parlementaires, locales, municipales, soient là? Parce qu'ils connaissent l'homme. Et parce que nous aussi, nous connaissons l'homme. Et parce que les Sénégalais connaissent l'homme. Et parce qu'il faut présenter une image déformée. Maintenant, comme je dis, en étant ici, nous jouons notre rôle. Nous vous interpellons, et vous en tant que journaliste, pour que vous jouiez le vôtre. Parce que votre mission, c'est pas seulement, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de présenter les choses comme cela se doit, bien sûr, suivant des règles objectives, suivant des règles qui respectent les principes éthiques. Donc, quand nous vous interpellons, c'est que nous voulons que vous apportez votre pierre à l'édifice dans la construction d'un État de droit, dans la construction d'un État qui respecte les droits de chacun, et non que, comme le font certains, qui jouent un rôle pour essayer de maquiller les choses. C'est tout. Nous sommes aussi interpellés que vous. Si vous ne vous sentez pas interpellé par les questions pour lesquelles nous sommes là, alors il faudra qu'on se pose un certain nombre de questions. Quel État voulons-nous construire? Quelle liberté voulons-nous préserver? Quelle obligation on a vis-à-vis de nos États? Je vous remercie. Bon, voilà, monsieur, pour votre question. À
la suite de mon confrère, je vais rajouter très brièvement ceci. Vous demandez si nous avons le sentiment que l'opinion publique n'est pas suffisamment debout dans le cas Khalifa Babacar Sall. C'est notre sentiment. Personnellement, c'est mon sentiment. Parce que si nous interpellons le monde démocratique et l'opinion publique nationale et internationale, nous tenons un point de presse. C'est parce que nous savons qu'il est souvent délicat pour surtout les États d'utiliser les pouvoirs dont ils disposent, qu'ils soient diplomatiques ou peut-être même de coercition secrète, pour amener l'un de leurs pairs dans les rangs. Ce sont ceux qui, en fait, ne respectent pas les règles établies par la communauté internationale. C'est délicat lorsque l'on se cache derrière la justice. L'action judiciaire est un voile au Sénégal. C'est pourquoi nous disons que c'est des méthodes sournoises, hypocrites, qui sont en train d'être mises en œuvre et qui peuvent contaminer les autres États d'Afrique. Donc l'information a pour but de faire tomber le masque et le voile. Que l'on sache que c'est en fait un procès politique et qu'il n'y a jamais eu d'infraction. Que la justice est instrumentalisée se trouve être un voile pour que nul ne puisse en fait se prononcer ou intervenir. Donc, nous revenons à l'instar de ce que vous avez pu connaître, vous donner plus d'informations et plus en détail pour que vous puissiez, pour que le monde démocratique et l'opinion publique internationale puissent vérifier s'il le faut ce que nous disons. C'est des choses concrètes qui en fait montrent les dérives de l'État du Sénégal. À partir de ce moment déterminé, peut-être que nous aurons beaucoup plus d'intervention et de pression. Je n'évoquerai pas des cas d'expérience que j'ai eus, mais je sais que si le monde démocratique voulait mettre fin à l'arbitraire de l'État du Sénégal et faire demander à l'État du Sénégal de respecter les valeurs que le monde s'est données, le président de la République se pliera à cela. Mais il faudrait pour cela aussi, compte tenu de la sensibilité de tout cela, qu'il puisse effectivement avoir la vraie information, qu'il puisse aussi avoir la possibilité de vérifier ces informations. Voilà donc la réponse à votre question. Nous voulons beaucoup plus de détermination de la part du monde démocratique et de la part aussi des défenseurs des droits de l'homme et de l'état de droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Juste une petite question en complément à celle de mon confrère. On sait que les militants du Parti démocratique sénégalais, eux, se veulent clair, sans la libération de Karim Wade, pas d'élection au Sénégal. Vous n'êtes pas évidemment des militants de Khalifa Sall, mais est-ce que vous pourriez aussi attendre cette attitude de la part des Sénégalais? Dire que non, en tout cas, nous, le meilleur soutien à Khalifa Sall, c'est de dire non, sans sa libération, pas d'élection. Oui, alors si les deux Sénégalais vont. Il faut qu'on soit clair. Nous ne demandons pas à qui que ce soit de soutenir qui que ce soit. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, ce que nous vous demandons à vous tous, dans le cadre qui nous préoccupe, c'est que les procès se déroulent normalement, dans le respect des règles, dans le respect de l'éthique. C'est tout ce que nous demandons.
Nous voulons qu'on respecte les règles d'un procès équitable. Nous voulons que les États respectent les règles qu'ils se sont fixées. S'agissant de l'action politique ou de l'engagement politique, elle est individuelle. Elle est propre à chaque citoyen. Ce n'est pas à nous de déterminer, de nous prononcer ou de prendre position par rapport à ce que les militants des uns ou des autres peuvent faire dans un cadre politique. Par contre, dans un élan de sagesse, mon confrère Cyril Crédorli a rappelé quelque chose que nous, dans nos jeunes années, nous résumons en ces termes: la résistance à l'oppression est un droit légitime. Donc, si un peuple se sent opprimé, il résistera. Parce que la liberté est innée en chacun de nous. Donc, revenons à plus de sagesse. Ce qu'on demande, c'est très simple. Respectons les règles que nous avons fixées. Ne biaisons pas les règles du jeu. N'utilisons pas le pouvoir qu'on vous confie contre certains. Maintenant, le jeu politique, c'est autre chose. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde a eu largement le temps et l'occasion de s'exprimer. Je voulais vous rappeler, qu'un dossier de presse a été préparé grâce au bon soin du service de presse de M. le maire Khalifa Ababacar Sall. Il vous est donc gracieusement offert. Deuxièmement, qu'un certain nombre d'informations y sont contenues, vous permettront donc d'avoir donc des prolongements. Et troisièmement, pour toutes les personnes, notamment de la presse, qui veulent avoir donc une suite, un prolongement, vous pourrez bien évidemment prendre contact donc avec des personnes qui sont indiquées au dos du dossier de presse. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci, mesdames et messieurs, pour avoir répondu assez fortement présents dans cette salle, en espérant simplement que le message que nous avons essayé de porter aujourd'hui est un message qui a été entendu, que c'est un message qui sera compris et que c'est un message pour les personnes qui sont engagées comme nous, un message donc du droit et des libertés qui ne connaît aucune limite de frontières, qui doit être donc pris à bras le corps, comme si chacun dans cette salle était sénégalais derrière Khalifa Ababacar Sall. Merci beaucoup.